Caroline Varlet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je suis Caroline Varlet. Je ne sais pas vraiment sous quelle casquette se fait l'interview aujourd'hui, mais je suis auteur, compositeur, interprète. Mon nom d'artiste est La Mordue. Et je suis aussi conseillère départementale du canton de Tergnier. Voilà. Alors me présenter, oui, j'écris des chansons. Je suis auteur de chansons françaises à texte assez engagées et assez féministes. Voilà. Oui, si on a voulu vous rencontrer, c'est justement parce que vous étiez multicasquette. Vous savez que nous, on est un collectif qui regroupons des gens qui ont eux-mêmes plusieurs casquettes, ou on essaie d'être un collectif multicasquette, hein, avec aussi bien des travailleurs sociaux que des psys, des gens qui travaillent dans le soin, dans le médico-social, des profs, des juristes. Bon, voilà, donc je pense que c'est vraiment avoir une vision transversale des choses, c'est ça qui en donne une version riche. Donc vous êtes sous toutes les casquettes que vous voulez. D'accord. Femme politique, artiste, chanteuse, citoyenne, peut-être que vous faites des crêpes aussi, je ne sais pas. Ça m'arrive. Voilà, bon. Très bien. Peut-être vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Oui, alors j'ai commencé la musique vraiment, enfin pas par hasard, non, parce que j'ai commencé la musique toute petite, mais avoir envie d'en faire mon métier, c'est arrivé plutôt vers l'âge de 23-24 ans, parce que j'avais arrêté à un moment voilà, pour faire mes études, et puis j'étais pionne aussi dans un collège, enfin, voilà, entre les études et être surveillant, ça prend beaucoup de temps. Donc du coup, forcément... j'avais arrêté la musique et puis j'ai repris un peu par hasard avec un groupe de Laon, un petit groupe de jeunes, et où j'ai repris l'accordéon tout doucement parce que j'avais appris vraiment petite. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, François Guernier, qui m'a donné envie réellement de devenir musicienne professionnelle, ou en tout cas d'aspirer à devenir musicienne professionnelle. Bon, maintenant ça fait 15 ans que j'ai le statut d'intermittent du spectacle, à peu près, peut-être un petit peu moins de 15 ans, que je dise pas de bêtises. Et puis voilà, donc mon parcours, j'ai commencé à plutôt accompagner quelqu'un qui fait de la chanson. Alors le texte, si ça m'est arrivé, c'est parce que vraiment le texte, c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis longtemps. J'aime beaucoup la musique anglo-saxonne, hein, ça me dérange pas, mais la chanson française m'importe beaucoup parce que je trouve qu'on a une jolie langue avec de jolis mots, et puis voilà, avec beaucoup d'auteurs très engagés la plupart du temps quand même, et je pense que pour moi la musique en tout cas elle sert à ça. Donc du coup voilà, c'est le parcours. J'ai accompagné François très longtemps. On a monté plusieurs projets, et puis jusqu'au jour où moi j'ai eu envie d'écrire à mon tour. Et c'est François qui est devenu mon accompagnateur en fait sur le projet de La Mordue. Et voilà. Entre-temps, on a fait... Alors moi, je travaille beaucoup pour le théâtre. Je suis musicienne pour le théâtre aussi, pour plusieurs troupes de théâtre. Et puis, on a eu des projets autour de 14-18 parce que forcément, on est dans un bassin où 14-18 est très présent avec le chemin des dames. Et pas que le chemin des dames, hein, l'Aisne est quand même très impactée. Et après, mon parcours politique, alors c'est arrivé vraiment très... Celui-ci, pour le coup, un peu bizarrement, parce que je ne pensais pas un jour devenir conseillère départementale du canton de Tergnier. L'explication elle est rapide. J'étais conseillère municipale à Saint-Gobain, je m'occupais du cinéma, j'étais conseillère déléguée donc à la culture, et je m'occupais du cinéma de Saint-Gobain, qui était un cinéma qui était là parce qu'il y avait la verrerie à Saint-Gobain, voilà, où ils avaient un peu à l'instar de Godin voulu amener la culture à leurs ouvriers. Donc du coup ils ont construit un cinéma voilà, qui est devenu municipal ensuite. Et quand je suis arrivée, moi, à la mairie, on m'a demandé si ça m'intéressait de reprendre ce cinéma et d'essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus culturel. Donc voilà. Vous pouvez peut-être donner les années? Les élections, ça devait être en 2008, donc je suis arrivée conseillère municipale à Saint-Gobain en 2008. J'habitais à Saint-Gobain depuis à peu près 2002, voilà. Et on était très actifs avec François justement dans la vie du village. On a fait pas mal de concerts étant auteur de chansons, et puis aussi on fait des reprises de Brel, Brassens. Enfin voilà, on a monté des petits répertoires pour justement jouer dans le milieu rural. Et du coup ça nous est arrivé plein de fois de jouer au PMU de Saint-Gobain
Voilà. Donc forcément, on devient un peu les artistes du village et du coup, forcément, on s'entend bien la plupart du temps avec tout le monde. Et donc du coup, on instaure ce qu'on appelle cette vie sociale d'un village à travers nos personnages qui sont des musiciens. Et donc, voilà, je suis devenue... Vous citiez Gaudin tout à l'heure. Oui. Donc, bon, ceux qui sont de l'Aisne connaissent le familistère de Monsieur Gaudin, qui est dans la ville de Guise. Peut-être que d'autres connaissent moins. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez phénoménal et qui reste aujourd'hui exceptionnel, cette expérience d'avoir sur un même lieu les lieux de vie, le lieu de travail, donc l'usine, et puis de donner accès aux ouvriers à ce qui aujourd'hui est plutôt, on va dire, fait par le service public, l'accès aux soins, une crèche, l'apprentissage de... Au niveau anecdotique, mais pas si anecdotique que ça, il y a l'apprentissage de la natation, puisqu'il y a une piscine qui était révolutionnaire, parce que c'était en même temps une manière de tester plein de choses au niveau de l'ingénierie. Bon, et il y avait une vraie démarche, effectivement, sociale. D'ailleurs, actuellement, il y a, c'est le 1er mai qu'il y a la fête du familistère chaque année. Exactement. Oui, parce que du coup, moi je me suis un peu intéressé pour préparer notre entretien à l'histoire de France. Et j'ai vu que depuis le 19e, une tendance portée par exemple par Romain Rolland a cherché à aller au peuple entre guillemets, j'insiste sur les guillemets parce que le but c'est d'apporter la culture au peuple, avec ce que ça peut avoir peut-être de condescendance. Qu'est-ce que ça vous évoque dans ce que vous avez rencontré, vous, à l'heure actuelle ? Moi, je pense qu'effectivement, il faut introduire l'art, enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais bon, déjà, la culture, c'est très divers, et chacun, justement, chacun sa culture, chacun ses origines, parce que on a une culture en France qui est déjà très variée, et puis dans chaque pays, chacun a ses cultures. Est-ce qu'on parle de culture et tradition? Enfin, tout ça, c'est très, très mélangé. Ensuite, par exemple, Malraux, il a été ministre des Affaires culturelles, je pense, pendant plusieurs années, enfin plusieurs mandats. Et c'est... je ne sais pas si c'est forcément les personnes les mieux placées pour définir ce qui peut être... ce qui peut être le mieux pour les gens qui sont les gens de tous les jours. Et moi, je fais partie des gens de tous les jours, par exemple. Le travail qu'on fait sur le terrain n'est pas du tout le même que, je pense, on fait dans les ministères. Ça serait un peu, d'un côté, les beaux-arts qui seraient, selon certains, l'art véritable, et savoir comment est-ce qu'on y introduit le nom public de l'art, et puis une autre forme de culture qui a été valorisée peut-être beaucoup plus tard. Soit bien avant, il y a plusieurs siècles, soit, mais on a, en tout cas personnellement je n'ai pas beaucoup de données là-dessus, soit vraiment dans les 20-30 dernières années. Oui, alors, comme je disais, je pense qu'on doit introduire, parce que là on parlait de Roland par exemple, qui était fan de musique classique. Du coup, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres choses, et ça ne veut pas dire que la musique classique n'est pas bien, c'est surtout pas ce que je veux dire, mais on doit introduire parce que je pense que tout le monde n'est pas habitué, enfin dans le monde, dans plusieurs mondes professionnels ou dans plusieurs classes sociales, les gens ont du coup leur propre culture et leur propre... Enfin voilà, leurs parents leur inculquent, ça dépend de quel milieu social on vient, je pense, parce qu'il on a beau dire ce qu'on veut, mais je pense que quand on est très très riche et qu'on a l'opportunité de voir des tas de spectacles, on a forcément quelque chose qui se dégage, enfin quelque chose où notre... comment dire ça on peut devenir, enfin plus on voit de spectacles et plus forcément on est pertinent sur notre vision, et puis surtout on arrive à rebondir en se disant tiens ça c'est bien, ça c'est pas bien, avoir un esprit un peu plus critique. Je pense que dès petit, si on nous emmène toutes les semaines voir des pièces de théâtre, voir des concerts pour enfants, faire développer l'éveil musical et tout ça, on sera beaucoup plus alerte quand on aura 20, 25 ou même plus tard en fait, à aller voir des choses et à avoir envie de connaître des choses. Il est clair que
quand nos parents n'arrêtent pas de travailler toute la journée et nous emmènent absolument rien voir, mais pas parce qu'ils n'ont pas envie, juste parce qu'ils ne peuvent pas, il est compliqué d'aller voir des spectacles, et même financièrement parlant, parce que la culture se paye, et fort heureusement. Donc du coup, c'est pas simple. Moi, je pense qu'il faut introduire, effectivement, il faut habituer les gens à aller voir des choses, à aller voir... mais peut-être l'école est là pour ça. Alors l'école comme elle est aujourd'hui, je sais pas. Mais moi, je pense qu'il manque de cours un peu plus aléatoires que les cours qu'on a aujourd'hui. Je pense que dès petits, on devrait nous apprendre à dessiner beaucoup plus, à aller voir justement des spectacles, parce que je pense que c'est ça qui forme l'esprit et qui nous amène à un esprit critique qu'on n'a peut-être pas si on suit juste des cours de français, de maths. Comme on parle beaucoup de ça en ce moment, en fait, on est en train de recentrer un peu l'école sur ce que doivent apprendre les enfants. Moi, je pense que l'art, il a une place trop minime au niveau de l'école, quoi. Ça, vous voulez dire au niveau macro, c'est-à-dire au niveau des ministères, par exemple, des décisions qui peuvent être prises et qui s'appliquent au niveau national, parce que j'imagine que j'enfonce une porte ouverte en disant qu'il y a certaines bonnes volontés et qu'il y a certains directeurs d'école, dès la maternelle, qui vont faire appel à des artistes, aussi bien des plasticiens que des musiciens ou autres, pour faire un travail avec un certain nombre de classes, éventuellement sur une bonne partie de l'année. Et il y a des écoles qui produisent comme ça des ateliers dans le style de tel ou tel artiste. Bien sûr. Et pas dans le style de Picasso ou de Chagall ou de Giacometti, mais dans le style d'un artiste vivant et se produisant entre autres localement. Ouais. Voilà. Donc que finalement c'est pas à ce niveau-là le problème, puisque des bonnes volontés il y en a, mais que ce serait plutôt sur permettre quelque chose qui soit pas seulement une affaire de personnes, mais qui soit justement une affaire de culture, de l'éducation nationale. C'est un peu ça dont vous parlez. Ah oui, mais c'est clair que sur le terrain, enfin, il y a des bonnes volontés, il y en a plein, des instituteurs, des directeurs, et ça, moi, bien sûr, je suis allée voir les Fables de La Fontaine il y a 2 jours à la Malle, mardi soir, et il y avait des classes, même le soir, en fait, du coup, pour un très très beau spectacle, qui est très rigolo et à la fois très animé pour les enfants, enfin vraiment c'était super. Et donc des bonnes volontés, il y en a forcément sur le terrain. Je pense qu'effectivement dans les ministères, ils ne sont pas toujours au fait de ce qui se passe, et surtout on ne donne pas assez de moyens, parce qu'effectivement il y a des classes comme ça, on fait venir des artistes, mais est-ce que déjà toutes les écoles ne peuvent pas le faire? Je pense nous on est dans l'Aisne, qui est un milieu très rural. Je pense que où il y a vraiment beaucoup de villages ruraux, encore avec des petites écoles. Je ne suis pas sûre que toutes ces petites écoles aient les moyens financiers pour faire venir des gens, que ce soit des plasticiens, des peintres, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Alors effectivement, un musicien, c'est plus simple parce qu'en plus, il y a, je pense, plusieurs tranches. Il est beaucoup plus facile d'aller, aujourd'hui, de gagner sa vie en étant musicien, parce qu'on prend son instrument, on va jouer même dans un bar, enfin je sais pas. Et c'est peut-être plus simple que pour une danseuse qui fait de la danse contemporaine et qui elle n'interviendra pas, enfin ils interviendront dans les écoles si elle a une troupe, s'il y a déjà quelque chose de très construit, quoi. Donc il y a aussi une demi-mesure à apporter à chaque art, en fait, parce que du coup les arts sont tellement différents qu'on ne peut pas les mettre tous dans la même catégorie. On ne peut pas dire ah bah tiens, ce serait super de faire ça par exemple avec un peintre, alors que c'est beaucoup plus difficile, je pense, d'amener des enfants voir une expo même à 40 km à cause des transports aujourd'hui, parce qu'il y a, enfin, il y a une réalité de tout, en fait. Le côté financier, je pense qu'il est très important, et je pense qu'on l'oublie. Et d'autant plus aujourd'hui, là, enfin, je trouve que c'est de pire en pire, moi. Ils sont en train de pondre des tas de lois pour améliorer l'éducation nationale, et finalement, je ne suis pas sûre qu'ils l'améliorent, parce qu'ils n'amènent pas les bonnes conditions en milieu... Enfin, en parlant du milieu rural, hein, je ne veux vraiment pas dire qu'il n'y a pas des choses de fait et que c'est pas... Mais dans le milieu rural, je pense qu'on oublie réellement les gens, et on oublie réellement d'amener la culture dans le milieu rural. Oui. Ça peut s'appliquer au milieu populaire en général, ce que vous dites là. Ça pose la question du plafond de verre. Hein.
le plafond de verre, si on reste au niveau culturel, le plafond de verre entre la culture populaire spontanée et ce que serait une culture savante beaucoup plus élitiste. Je vous parle de ça parce que, toujours à propos d'une perspective historique, on a vu l'arrivée de l'art contemporain, l'art dit contemporain, et cet art-là s'occupe d'esthétiser la vie quotidienne, avec plus ou moins de succès, ça c'est un avis, chacun se fera son avis. Bon, évidemment, là aussi il y a différentes formes d'art contemporain. Toujours est-il que, alors que, quand il est apparu, il était censé s'affranchir du carcan des beaux-arts, un nouvel élitisme est né qui a produit une nouvelle coupure avec la base sociale dont l'art même est issu. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à chaque fois le plafond de verre se reconstitue. C'est ça qui est assez désarmant. Est-ce que l'art est maudit, hein? Est-ce que l'art est obligé, quelle que soit sa forme, de tomber ou d'un moment de rentrer dans le moule et de rentrer dans de devenir élitiste et du coup de se recouper d'une base? Par exemple, le street art, il est devenu peut-être un petit peu élitiste aujourd'hui, justement parce que, je sais pas, en fait on s'empare tout le temps. Alors je sais pas si c'est les médias qui font ça ou les salles les salles d'art très chic et très huppées, parce qu'en fait nous enfin moi j'ai vu des expos à la Malle qui étaient magnifiques. Et je sais pas si tout le monde va dans les expos, mais c'est complètement gratuit en fait au centre culturel de Terny. Il y a des expos très souvent. Et c'est pas forcément une élite qui va les voir, bien au contraire, quoi, parce que justement, les instituts, les directeurs, les professeurs de collège, ils emmènent leurs élèves là-bas. Après, effectivement, je pense qu'à chaque fois qu'un art est arrivé un peu sur le devant de la scène, il est vite devenu élitiste, en tout cas pour une catégorie de la population, et les autres se disent on peut pas aller dans un musée ou on peut pas aller voir une expo parce que on va pas comprendre en fait. Et c'est là où je pense qu'il est important d'introduire ça dès petit dans la tête des gens, c'est que l'art ça a rien d'élitiste en fait. Enfin, chacun peut admirer et peut aimer un tableau. Moi je pense qu'il y a plein de peintres qui n'ont pas été du tout été encensés quand ils étaient vivants, même il y a très longtemps. Et qui sont devenus des symboles bien après, parce qu'un jour quelqu'un a dit mais tiens, lui c'est vraiment super, voilà. Après moi je connais pas grand chose à l'art, mais de temps en temps je vois des tableaux blancs avec une tache dessus et on nous dit que c'est super. Moi j'ai peut-être pas la sensibilité de... C'est intéressant ce que vous dites, que vous disiez alors que vous avez l'air d'être une personne éduquée, que vous faites de la politique et que vous êtes vous-même artiste. J'y connais pas grand-chose à l'art. Du coup, je me demande à quoi vous faites référence. Ah oui, je parlais plus à la peinture et puis à la... Enfin voilà, j'aime Picasso, Chagall, voilà, ce dont on parlait tout à l'heure. On a quelques beaux musées dans l'Aisne et qui sont magnifiques et qui en sens on a des, enfin voilà, il y a les frères Lenain, enfin je veux dire il y a énormément de on avait beaucoup d'artistes dans l'Aisne, mais j'ai pas été éduquée à l'art en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que on m'a pas amené voir des expos en me disant regarde ça, c'est plutôt un style comme ça c'est plutôt impressionniste, ça c'est plutôt... en fait, j'ai pas cette éducation, quoi. Et je pense que on la reçoit pas si on ne fait pas des études. Par exemple, si on va pas aux Beaux-Arts, je pense qu'on ne reçoit pas, et mis à part si on n'a pas une famille, enfin si on a une famille qui emmène... moi, mes parents n'allaient pas voir des expos. Donc du coup, je pense que si les parents ne le font pas, si l'éducation nationale ne le fait pas, c'est ceux qui sont avertis par ça, enfin je veux dire, peut-être qu'à partir de 15 ans, on se dit, allez, moi je vais voir des expos tout seul. Mais je pense que quand on est enfant, forcément, c'est le niveau familial, enfin c'est l'environnement familial qui fait, ou l'éducation nationale qui vous emmène. Et du coup, qui vous fait prendre conscience de ce que peut être un artiste. Alors, même si je suis persuadée que énormément d'instituts le font, mais quel impact ça a, puisque c'est très ponctuel finalement. C'est pas du tout quelque chose qu'on apprend tous les jours. Quand je parlais tout à l'heure d'ouvrir tous les arts ou toute forme d'art à l'école, c'est pas seulement faire des ateliers, c'est pas seulement mettre les moyens sur un atelier, une année. C'est un travail de longue haleine en fait, d'apprendre à aimer l'art, à aimer les peintures, à aimer les sculptures. Et puis c'est vaste en fait.
les gens qui aiment je sais pas moi, les tableaux avec des fleurs et des prés, et, peut-être n'ont pas du tout aimé une peinture de Chagall. Alors moi je suis très très sensible à Chagall parce que je trouve vraiment que... Mais une autre personne va regarder Chagall et va trouver ça très déstructuré, avec des choses difformes, enfin c'est... Oui, oui, il faut pouvoir le supporter, et c'est ce qu'on disait un peu en début d'entretien. Pour pouvoir le supporter, il faut quand même y être un peu introduit, c'est-à-dire il faut avoir les codes. Sinon, on risque d'être dans une espèce de respect matiné de crainte. Bourdieu donnait cet exemple-là de familles de milieux socioculturels particulièrement défavorisés qui entrent au musée comme on entre dans une église en ne faisant pas de bruit. Il y a quelque chose comme ça de ne pas oser trop parler, de craindre d'offenser les dieux. Bon, voilà, et pour ça, je pense qu'il est tout à fait illusoire d'imaginer qu'il suffit de caler quelqu'un devant une toile et de mesurer son rapport à la culture, encore moins son intelligence. Je vais vous citer quelqu'un qui s'appelle Nicolas Roméa et qui dit que pour être fertile, l'art se doit d'être ce langage utilisé par la collectivité pour se dire à elle-même ce que les mots seuls sont impuissants à dire. C'est un peu ce que vous disiez là. Donc, je me suis demandé ce qu'on pouvait faire pour les arts populaires et pour que les arts populaires ne soient pas seulement un objet d'étude. C'est-à-dire que ça ne soit pas seulement regroupé, je parlais de folklore tout à l'heure, sous ce terme de folklore qui est souvent un peu péjoratif. Oh, c'est folklorique. Il y a aussi quelque chose d'un peu dédaigneux là-dedans. Or, ça parle parfois de traditions séculaires qui ne viennent pas de nulle part. Il y a du sens là-dedans. Oui, bien sûr. Il y a du sens dans le folklore parce que c'est des... par exemple, nous, on a changé, enfin, les régions ont changé, du coup, on a fusionné. Alors, bon, voilà, chacun en pense bien ce qu'il a envie d'en penser. Mais peut-être qu'en fusionnant comme ça les régions, on a perdu quelques points essentiels. Picardie, enfin, la Picardie, par exemple, on a quand même il y avait un patois picard, il y avait quelques traditions picardes. Et je pense qu'on s'éloigne en faisant tout le temps des fusions et en agrandissant tout le temps les pôles comme ça. On s'éloigne un petit peu de ce que localement on peut représenter. Parce qu'en fait, il n'y a rien de péjoratif à aimer le folklore ou le traditionnel, quoi. En Bretagne, ils sont très attachés à leur tradition et à la musique, par exemple, bretonne. Et puis ça n'a rien de mal. Le principal, c'est de s'ouvrir aussi à autre chose, quoi. Parce qu'il faut être... je pense qu'il faut être conscient de l'arrivée de cultures très très différentes en France depuis maintenant vraiment plusieurs dizaines d'années, enfin bien plus que ça je veux dire, mais sur le dernier siècle par exemple, enfin voilà, toutes les populations qui sont arrivées en France, et moi je trouve que ça c'est génial parce que ça a enrichi notre culture personnelle, la culture française, et à la fois ça ne peut lui permettre que d'exister bien plus, quoi. Les gens croient qu'on perd des choses à faire venir des gens en France et à faire venir des cultures ou des traditions différentes. Moi je suis carrément persuadée du contraire. Je pense que vraiment ça ne peut que nous enrichir et nous aider à évoluer, et voilà, et on est citoyen du monde, on n'est pas du tout citoyen juste de notre petit carcan que de la France, quoi. Donc il est super important de s'ouvrir et de garder aussi malgré tout ce côté local, parce qu'on a beaucoup de choses aussi à apprendre aux gens qui arrivent, et du coup le mélange des deux peut être que... moi je pense que ça peut que tirer les gens vers le haut, parce qu'on a tendance à ne plus tirer les gens vers le haut, quoi. Oui, c'est-à-dire que parfois il me semble qu'au nom de l'unité de la nation, on a un peu tendance à imposer des choses. En tout cas, c'est ce qui apparaît, ce qui est d'ailleurs souligné par certains qui tirent la sonnette d'alarme. Et parfois peut-être que de laisser les cultures locales, donc vous parlez des Bretons, ou des Picards, ou des Corses, ou je sais pas, sûr, tout le monde, quoi, sans en avoir peur, ça éviterait qu'il y ait des réactions épidermiques de défense
qui soit de l'ordre du repli sur soi, du repli communautaire. Et c'est pareil avec les cultures d'autres pays, d'autres zones du globe, de gens qui arrivent en France, c'est que si on les laisse exister, qu'on les laisse se développer et qu'on ne cherche pas ni à les amalgamer, ni à s'en défendre, peut-être qu'il y a moins besoin à ce moment-là de revendiquer des choses. La nation a peur, on va dire, et comme si on avait peur qu'elle se morcelle, qu'elle éclate. Hein. Alors que peut-être, notamment au niveau culturel, il y a un enrichissement qui est possible c'est-à-dire que il n'y a pas de liste exhaustive du nombre de cultures qui peuvent apparaître en un endroit. Ouais, hein, ça va, ça vient, ça passe, il y a quelque chose qui accroche, quelque chose qui n'accroche pas. Et c'est plus souple, c'est justement plus plastique, hein, pour reprendre un terme qui concerne l'art. Bon, en tout cas, il me semble, j'essaie de synthétiser un peu ce que vous disiez, il me semble que ça correspond à ce que disent un certain nombre de personnes aussi. Hein. Oui, on a peur de la différence, alors que la différence, c'est justement ça qui nous enrichit, moi je pense. Heureusement qu'on est tous très différents. Alors, je pense, au niveau des initiatives qui ont été prises en France, dans le domaine de l'art en milieu rural, pour revenir un peu là-dessus, certaines sont devenues célèbres, par exemple Jasine Marciac. Hein. En région Rhône-Alpes-Auvergne, on trouve des résidences d'artistes au sein même d'exploitations agricoles, parfois dans des zones même montagneuses ou semi-montagneuses, hein, qui sont aussi une forme de ruralité, pas classiquement très liée au monde de l'art, on va dire. Je me souviens comme ça aussi d'un artiste qui allait poser des choses dans des chemins de randonnée en montagne, hein, des œuvres qui étaient ensuite laissées à l'abandon de l'aveu même de l'artiste et qui allaient devenir autre chose. C'était assez intéressant parce que c'était des photocopies de journaux essentiellement, ou de livres, mais essentiellement de journaux d'actualité, qui étaient passés au four, humidifiés, roulés. C'est toute une structure, tout un procédé, et qui était donc ensuite érigé sous des formes de statues, on va dire de totems, comme ça dans la montagne, et donc qui prenaient les vents, la neige, etc. Et c'est intéressant de voir l'évolution comme ça justement d'éléments très actuels, puisque c'était des feuilles d'actualité avec des mots qui se décomposaient et qui redevenaient une matière, en même temps elle-même très actuelle. Bon, et donc voilà, je disais qu'il y a la région Rhône-Alpes avec ses résidences d'artistes, et je pensais aux initiatives axonaises, donc dans l'Aisne, il y a le Festival des Verts Solidaires qui s'est forgé une certaine renommée avec le temps, par exemple. Bon, mais c'est peut-être aussi au prix d'un renforcement de la marginalité de ces acteurs, hein, qui sont très identifiés à un certain type de culture, un certain type de mode de vie. Hein. Et puis, il y a aussi, dans le plus classique, on va dire, la fête du livre de Merlieu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête, ou est-ce que vous avez des remarques à faire sur les initiatives locales dont j'ai parlé ? Ah oui, alors par contre, les initiatives locales, moi je trouve qu'elles sont très riches, parce qu'on a tendance à oublier, il y a énormément de choses, hein. Il y a, alors là, je vais forcément en oublier, mais tant pis. Il y a le festival il y a Woodrock, il y a Plugstock, il y a le festival des voix d'hiver à la MCL de Gauchy, qui est vraiment un très beau festival de chansons par exemple. Il y a énormément d'initiatives dans l'Aisne, dans chaque village. Moi je pense que les gens font beaucoup d'efforts pour essayer d'amener un petit peu à leur enfin de l'ouverture en fait dans leur village par exemple. Alors moi je déplore par exemple, le département avait un très beau dispositif qui s'appelait l'été du Conseil Général, où donc c'était avant, quand c'était le Conseil Général, c'était plein de petites troupes de théâtre de toute la France qui venaient dans l'Aisne, dans beaucoup de villages de l'Aisne en fait, faire 10 à 15 représentations tout l'été, juillet, août, voilà, ça on l'a enlevé. Moi je le déplore en tant que conseillère départementale parce que je trouve que c'était vraiment une très belle initiative, et que si on doit mettre de l'argent quelque part, c'est plutôt dans ce genre d'activité. Je déplore aussi, ça c'est vraiment parce que du coup pour ouvrir un peu le débat, et parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qu'à chaque fois
qu'on doit faire des économies dans un budget, n'importe quel budget, hein, je pense qu'il soit de l'État ou des collectivités, qu'elles soient petites, grosses collectivités, c'est toujours la culture qui trinque. Donc la culture dans sa diversité, hein, c'est-à-dire du coup on donne moins d'argent au festival, on donne moins d'argent aux structures musicales, on donne moins d'argent certainement aux salles, enfin, donc du coup c'était juste pour faire cette petite parenthèse. Après, il y a énormément d'initiatives, comme je le disais. Alors, certes, on a l'impression toujours qu'il y a souvent les gens disent ah mais là mais il se passe pas grand chose, il y a rien. Alors moi je trouve que ça par contre c'est pas vrai. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont énormément d'initiatives dans l'Aisne. Il y a Sémon quand même qui est un beau festival, qui a une autre notoriété que les petits festivals ou enfin les Verts Solidaires. Je pense qu'ils ont pris vraiment en considération. Après je suis pas sûre que ce soit fermé à certaines personnes, parce que les Verts Solidaires, ils essaient d'ouvrir, ils ont un champ très éclectique musicalement. Je suis pas sûre que ce soit juste. Alors bien sûr, c'est affilié, très écolo et tout ça, mais moi je trouve ça super justement parce qu'à un moment il faut aussi que la culture elle serve à ce que les gens il faut que ça apporte quelque chose de bien, humainement parlant, et pour le coup écologiquement parlant, parce qu'il faut bien qu'à un moment, on puisse pas se rassembler à 10 000, par exemple, et puis laisser tout traîner partout, parce qu'il y a... Enfin, je sais pas, du coup, ça doit avoir un sens, et la culture, elle peut amener à ça, justement. Et ce que font très bien les Verts Solidaires, pour le coup. Mais après il y a plein de petites, je parlais de Woodrock ou de Plougstock ou du Festival des Voix d'hiver, ou après rien que les programmations dans les centres culturels, on a quand même une cité de la danse et de la musique qui s'est créée à Soissons, le Mail par exemple fait une très très belle programmation, alors quelques personnes peuvent dire des fois élitiste, mais moi je suis pas d'accord avec ça. En fait il y a des tas de pièces de théâtre qui sont très populaires, très, très sympas, et ça partout, voilà, à Saint-Quentin il y a de très, très belles programmations au théâtre, un très très joli théâtre, en fait c'est ouvert à tout le monde, c'est pas très très cher, voilà. Après moi ce que je déplore c'est que de temps en temps il faut quand même aller dans les centres culturels, il faut aller dans les festivals pour pouvoir voir des spectacles de qualité, ou voilà. C'est pour ça que je déplorais tout à l'heure que le conseil départemental ait arrêté cette mesure de l'été du conseil général, parce que c'est justement pour une fois c'était la culture qui va dans le village. C'est comme si par exemple vous arriviez, les ogres de Barbac ont fait ça très bien, ils ont monté des chapiteaux dans les villages, et puis ils ont amené la culture réellement au cœur du milieu rural, et pas seulement il faut pas prendre sa voiture, se déplacer, faire 15 km et puis aller dans un centre culturel, ce qui peut rebuter quelques personnes, moi j'en suis bien consciente en fait, et il y a aussi les habitués des centres culturels qui ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être ces gens-là croient toujours qu'ils sont un petit peu plus l'élite que les autres parce qu'ils vont au centre culturel. Alors que moi je pense que la diversité culturelle elle est dans le milieu rural, dans la salle des fêtes où il va se passer un concert. En ce moment on est en train de monter nous un projet sur Alain Leprest qui est un auteur de chansons, très bel auteur de chansons. C'est la MCL de Gauchy qui défend ce projet parce que la directrice Fatima, elle a appris en arrivant en France, enfin à l'école en fait, ses parents lui avaient pas appris forcément la culture française, elle a appris à chanter, elle le dit tout le temps, elle a appris à écouter Brassens, par exemple elle a appris Brassens à l'école, et du coup elle me disait je veux que les gamins apprennent Leprest à l'école parce que c'est un poète, effectivement il a une écriture magnifique. Et elle voulait le remettre, comme la musique est toujours un peu vieillotte, parce que voilà, c'est souvent des pianos-voix un peu, donc tout le monde n'a pas envie de l'écouter. La culture, elle peut se faire aussi. Par exemple, Fatima nous a réunis, François et moi, et il y a un beatbox. Du coup, ça va parler beaucoup plus aux gamins parce que juste il y a le beatbox qui arrive, et du coup, je pense qu'il faut. On parlait, c'est marrant parce qu'on revient à la boucle du début. On introduit effectivement. Je pense qu'il faut introduire l'art justement en essayant de trouver des façons d'intéresser les gens juste par des manières un petit peu contournées, si il n'est pas possible d'amener quelqu'un et de le mettre devant un tableau, justement parce que ça n'aurait pas de sens en fait de prendre quelqu'un de chez lui et de le mettre devant un tableau, alors que d'amener peut-être le tableau en expliquant et en faisant passer par des détours, en faisant un travail. Quand tu passes toute la journée à travailler sur une œuvre, t'as plus du tout la même... T'as plus du tout, je pense, le soir, tu te dis oh, c'était vraiment super ce qu'ils faisaient pour les collages. Le nom m'échappe, c'est dans l'Aisne, bref.
Et du coup, les gamins travaillant là-dessus toute la journée, forcément, le soir, ils ont déjà une âme beaucoup plus artistique et peut-être ils ont trouvé des vocations en faisant ça, ne serait-ce qu'une journée. Donc si on amenait ça continuellement tous les jours un petit peu à l'école, et en amenant ça dans l'école, hein, je sais que c'est pas simple, mais moi je pense que la culture, elle peut être vraiment, elle est pour tous, quoi. Et le sens, il y en a en tout sujet, donc tout sujet est potentiellement capable d'accéder à une forme d'art. Parce que c'est de ça dont on parle. Hein. Des angoisses, une histoire personnelle, de la colère, des sentiments comme ça, aussi bien de peur, de joie qui sont mêlés, ça concerne absolument tout le monde. Hein, je me souviens de quelqu'un qui disait les dieux de l'Olympe, ça représente toutes les phases de l'être humain. Ouais, hein, par exemple. Bon, là aussi, en le disant, j'enfonce une porte ouverte. Bon, et on prend les dieux de l'Olympe parce qu'ils sont connus, mais il y a bien évidemment énormément d'autres représentations, là encore, on va dire de l'intimité de tout un chacun. C'est pour ça que cette idée de culture pour tous, elle est logique, c'est une logique humaine. Hein, parce qu'elle est liée au fonctionnement du sujet humain qui a créé la culture parce que c'était une nécessité. Oui, bien sûr. Bon. Et une envie aussi. Et une envie, oui. Mais on parlait des festivals. Il y a aussi le festival Quand on chante, c'est un bel exemple parce que c'est un festival qui est fait par Espace Musique sur le canton de sur la circonscription de Chauny-Ternier. Et c'est vraiment un... C'est pour le coup, il y a du jazz, du blues, c'est très très éclectique et ça va dans le milieu rural parce que c'est une association, c'est la communauté d'agglomération qui fait ça, qui a demandé à une association de s'en occuper. Ils vont dans les villages avec tout, en fait c'est un petit camion avec une scène et en fait ils amènent réellement, là pour le coup c'est tout à fait ça, c'est exactement ce qu'ont fait les Ogres de Barbac avec le chapiteau, ils amènent la culture vraiment dans les villages. Donc c'est des villages de moins de 500 habitants, des fois 200 et des fois 1000. Et le camion se déploie et puis les artistes viennent. Et, voilà. Et donc c'est des artistes qu'on voit absolument, ça peut être ils viennent de toute la France. Et voilà, il y a déjà des artistes anglo-saxons qui sont venus une fois, il me semble. Et puis voilà, il y a un festival à Chauny qui fait venir des groupes chinois, japonais. Alors c'est souvent plutôt du art par exemple ou du hard rock mais c'est des festivals qui existent et qui sont très très moi je trouve ça super qu'à Chauny ils puissent faire 800 personnes avec une soirée hard rock, voilà, c'est quand même quelque chose de pas très très habituel et alors je suis d'accord, c'est pas pour tout le monde parce que chacun ses goûts mais je pense que il faudrait déployer comme ça. Je pense que les initiatives locales, elles sont très très importantes parce qu'il faut déployer toutes ces petites initiatives pour que tout le monde s'y retrouve. Parce qu'en fait, finalement, effectivement, on ne peut pas être tous sensibles à un style de peinture ou un style de sculpture ou un style de musique. Et puis après, je pense qu'on est toujours un peu le populaire de quelqu'un, hein, parce que finalement... moi j'aime Brassens et Brel, mais il y a peut-être des gens qui vont me dire ah mais oui mais c'est pas Mozart et voilà quoi. Moi je suis allée voir pour la première fois il y a 4 ans un opéra. J'étais jamais allée parce que même en tant que musicienne presque c'est pas que je me dévalorisais mais je me disais l'opéra ça doit être assez particulier, c'est pas tellement pour moi et finalement j'ai passé un moment merveilleux et fantastique. Je pense que j'ai fait la démarche et je pense que plein de gens pourraient faire la démarche mais il faut effectivement qu'on les aide quoi, ça s'apprend aussi comme la lecture en fait hein, parce que comme aimer les livres en fait, ça s'apprend. Je pense qu'on passe par des étapes et qu'on passe par plusieurs livres pour arriver à lire des livres plus tout ça sont des étapes et je pense qu'on nous donne pas assez les moyens de passer toutes ces étapes dans tous les milieux, en fait. Dans tous les milieux. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire, pour conclure cet entretien, ce que seraient vos idées, vos préconisations ou vos envies, hein, pour reprendre un de vos termes, sur l'avenir de la culture en milieu rural, la culture en général, le monde, bref, comme vous entendez la question. Et moi j'aimerais bien que les gens soient un peu plus qu'on redevienne tous un peu plus humains et c'est-à-dire un peu plus
enfin, s'ouvrir un peu plus aux autres parce que j'ai l'impression qu'on se ferme de plus en plus. Alors bien sûr, je suis d'accord, il y a eu des attentats, il y a eu tout ce que vous voulez, c'est dramatique et horrible, mais c'est pas pour ça qu'il faut se fermer et rester chez soi enfermé. Parce que moi je pense que là, alors moi je suis pas du tout contre les tablettes, l'informatique, parce que je trouve ça vraiment super. C'est justement, ça a ouvert aussi plein de portes vraiment magnifiques. Mais de temps en temps, et je pense que la télé, par exemple, des fois fait un peu de mal parce que la télé, de temps en temps, il faut savoir l'éteindre parce que c'est super, c'est un super outil en fait où on peut trouver des choses très très intéressantes, mais aussi des choses complètement inintéressantes et qui, moi, je comprends pas. Par exemple, je regarde pas la télé, donc, mais je pense qu'il y a dans chaque, parce que la télé en fait partie, le cinéma, la radio, tout ça font partie aussi, c'est des formes d'art en fait où les gens vont chercher ce qu'ils veulent. À part qu'aujourd'hui, du coup, on a tendance à se contenter de ce qu'on, voilà, on est chez soi, on a notre petite télé, on est content et on y est. Moi, je préconise que de temps en temps, on l'éteigne et puis qu'on sorte et qu'on aille voir ce qui se passe autour de chez nous parce que finalement, il se passe plein de choses. Il y a, par exemple, Axotea, à Chamouille, qui a regroupé énormément de troupes de théâtre amateurs. Je trouve que par exemple, toutes ces troupes amateurs, et elles sont vraiment nombreuses, font plein de spectacles dans plein de petits villages. Voilà, pour 2 euros, vous allez voir une pièce de théâtre. Et sincèrement, de temps en temps, on tombe sur des perles. C'est magnifique et c'est des très très beaux instants. Donc on n'est pas obligé seulement d'aller, je veux dire, dans un centre culturel ou dans une grosse salle pour avoir un spectacle de qualité. Il peut y en avoir quand même en bas de chez nous. Donc moi je préconise qu'on développe toutes ces petites idées et qu'on arrête de baisser les subventions à la culture parce que c'est vraiment pas... c'est pas là. En fait on fera pas des économies au final parce que moi je pense que... on dit toujours il faut baisser. Mais c'est les associations qui trinquent, c'est-à-dire les bénévoles, c'est-à-dire parce qu'en fait, les subventions qu'on enlève à toutes les structures, qu'elles soient culturelles ou pas d'ailleurs, hein, mais toutes les associations, c'est que fait de gens de bonne volonté. Et donc je préconise qu'on accompagne en permanence les associations pour amener des choses localement et puis ouvrir. Enfin moi je pense, là j'ai un bel exemple du centre social à Tergnier par exemple qui ouvre, il y a des migrants qui sont arrivés, du coup ils ont ouvert, donc ils ouvrent à leur culture. Par exemple à Lens on a un exemple avec les Afghans qui sont arrivés. Je les ai vus un soir jouer avec des musiciens français en fait où ils ont apporté leur instrument, où ils ont chanté. Enfin c'est juste merveilleux d'ouvrir ces choses-là. Localement on a énormément de richesses qu'il faut développer en fait. Donc voilà, retrouvons juste un peu d'humanité et arrêtons de se fermer la porte. Les gens quand ils se croisent dans la rue, alors dans les villages ils se disent encore bonjour, moi je trouve ça super. J'espère que... Non mais c'est vrai, c'est tout bête hein, mais je trouve que c'est très très important de croiser quelqu'un et de dire bonjour. Alors je sais bien qu'en ville c'est différent mais moi qui ai habité longtemps, j'habite à Lens depuis là, peu de temps mais j'ai habité longtemps à Saint-Gobain, j'ai toujours habité dans un village. Je trouve ça super cette vie sociale qu'il peut y avoir dans un village. Aujourd'hui les gens se ferment mais en fait il y a plein de cafés qui ont fermé, c'était des milieux... pour moi, c'était des milieux culturels énormes parce qu'il y avait une diversité sociale qui était déjà super. Et puis les gens, je sais pas, se filer des bouquins. Tiens, t'as pas lu ça, t'as pas fait ça, t'as vu ça dans le journal. Rien que lire le journal, c'est un atout culturel en fait. Savoir ce qui se passe chez nous, c'est super important. Exactement. Oui, oui. Tout à fait. Je suis désolée, je suis partie dans tous les sens. Hein, non, mais ne soyez pas désolés, au contraire, c'est très vivant. Bon, avant de se quitter, on peut peut-être parler un peu de votre actualité. Vous avez un disque qui sort, un concert prévu, dites-moi. Oui, j'ai un album qui est sorti cette année en fait, qui s'appelle Passage à l'acte. Voilà, qui est plus engagé que le premier et qui est un peu plus... Ouais, bah oui, mais sur ça, en fait, il y a une chanson sur les migrants, il y a une chanson sur la planète, enfin voilà, je pense pas être très écolo, je pense juste faire attention
Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce qui se passe autour de nous et au bouleversement climatique qui se passe. On est bien obligé d'en prendre compte. Donc sans être à l'extrême écolo, il faut juste faire attention et avoir à l'écoute. Oui, à l'écoute, voilà, exactement. Et donc voilà, il y a cet album qui est sorti. On est en train de donc monter le spectacle sur Alain Leprest avec François Garnier et la MCL de Gauchy. Donc ça, ce sera prêt en février. Là, on a des dates. Alors, j'ai une date à la Malle le 17 février. Ça, c'est avec La Mordue, avec une autre jeune fille qui s'appelle Léopoldine HH, qui reprend des textes très poétiques d'auteurs et ça a l'air super ce qu'elle fait. Ils sont 3 sur scène. En janvier, je joue à Montataire et puis voilà. En ce moment, il y a un beau spectacle à voir à Parny-Filin à la troupe Isis. Je fais de la pub pour mes copains. Mais c'est pour dire qu'il se passe aussi des choses dans le monde rural. Là, par exemple, la troupe Isis, c'est vraiment super ce qu'ils font à Parny-Filin et ils accueillent énormément de monde. Oui. On ne fait pas... Bien évidemment, je le dis pour les spectateurs, on ne fait pas de la publicité uniquement pour les copains. On montre qu'il existe des choses, qu'il existe des initiatives. Ah oui, on pourrait dire que tout n'est pas perdu. Non, tout n'est pas perdu. Ah, non, mais moi je suis pleine d'espoir. Je me dis qu'on peut... Enfin, je suis pas du tout nostalgique, moi, du fait de dire que c'était mieux avant, parce que je pense que toutes les époques ont eu leur creux. Voilà. Je pense que dans les années 30, par exemple, on disait les gens allaient beaucoup au spectacle. Mais ils allaient aussi beaucoup au spectacle parce que des fois ils avaient tellement froid chez eux qu'ils allaient dans les salles de spectacle pour se réchauffer. Donc du coup il faut faire attention à se dire voilà. Aujourd'hui on est peut-être trop bien chez soi justement pour sortir. Il faudrait juste arriver à refaire sortir un petit peu les gens, quoi, parce que c'est juste ça finalement. Et puis à s'ouvrir à l'autre au lieu de se fermer. Et il y a trop de... On est en train de... je dis on parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent à Prémontrey, à l'hôpital de Prémontrey, qui ont voulu monter un projet sur l'éducation populaire et voir ce qu'on pouvait faire revenir l'éducation populaire justement dans toute sa richesse dans le milieu rural et puis faire arrêter, arriver à comprendre aussi pourquoi les gens aujourd'hui vont voter Front National. Et moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Du coup, je me dis peut-être que l'éducation populaire et toute la richesse culturelle pourrait faire qu'à un moment les gens arrêtent de voter ce parti. Ça va rien. Ouais, c'était juste pour la petite pointe quand même. Oui, politique. Bon, eh bien écoutez, Caroline Verlet, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et j'espère que ce n'était pas trop... voilà. C'était très bien. Très bien.